Salut Alexandra, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast 7h30. Comment tu te sens en ce début d'enregistrement? Salut Louise, déjà je me sens très heureuse de pouvoir partager ce moment avec toi et avec les personnes qui nous écouteront. C'est un réel, pour moi c'est vraiment important aujourd'hui qu'on discute de l'adoption et que je puisse voilà répondre à tes questions ou simplement aussi expliquer comment moi j'ai vécu mon adoption, comment je me sens aujourd'hui avec mon adoption et les difficultés par lesquelles je suis passée, qu'est-ce que je vis encore aujourd'hui, etc. Merci beaucoup pour ton invitation. Écoute, ça fait super plaisir. Alors je te laisse commencer, peut-être par nous expliquer de où tu viens, à quel âge tu as été adoptée. Donc en fait, moi, je suis d'origine péruvienne et j'ai été adoptée par une famille belge. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, j'ai toujours vécu à Bruxelles. J'ai aussi 2 frères un qui vient du Pérou, qui a été adopté en même temps que moi, parce qu'on était dans le même orphelinat à Lima et mon petit frère qui vient du Guatemala. Et je dirais que, j'ai grandi dans une famille aimante. J'ai eu beaucoup de chance d'être avec des parents qui nous ont toujours donné beaucoup d'amour, mais par contre qui ne comprenaient pas en fait, quelles étaient les conséquences d'un abandon, qui et en fait dans ma famille, on ne parlait jamais de l'adoption. Voilà et je dirais que ça a conduit, certainement un peu, au fait que j'ai été dans le déni de mon adoption, donc vraiment dans le rejet. Je savais que j'étais adoptée, mais je voulais rien savoir et forcément je voyais rien non plus. Je me racontais beaucoup d'histoires à propos de moi, que j'étais pas une personne assez, que de toute façon personne m'aimait puisque même mes propres parents m'avaient abandonnée. Et comme j'avais pas vraiment la possibilité d'en parler, et en plus de ça, j'étais un enfant qui était assez timide, discret. Je voulais jamais être trop éloignée de ma maman. Je me souviens quand j'avais 8-10 ans. Mais je me souviens aussi que quand j'avais 8-10 ans, en fait, je présentais des comportements qui étaient très fort liés à la blessure de l'abandon. Mais ce qu'il y a, c'est que je me souviens aussi que mes parents ne le comprenaient pas, en fait. Donc typiquement, peut-être que ça fait écho aussi à ta propre histoire ou l'histoire aussi qu'ont les personnes qui nous écoutent. Mais quand mes parents sortaient le soir, j'avais très très peur qu'il leur arrive quelque chose. Et je pensais toujours qu'ils allaient mourir ou qu'ils allaient jamais revenir, en fait. Mais moi, j'avais pas conscience de ça non plus. Tu vois, j'ai un de vagues souvenirs comme ça, mais j'ai pas conscience. Enfin, je fais pas forcément le lien avec mon adoption non plus. Euh, mais ce que je me souviens, c'est que du coup, j'attends à la fenêtre que mes parents rentrent. Donc, je sais plus quelle heure il est, mais il doit être 23 heures, minuit passé. Mais quand tu as 8 ans, c'est pas l'heure à laquelle tu es censé dormir. Et je sais qu'après, j'arrive directement à dormir dès que je les vois, en fait. Parce que mes parents aussi, enfin, chaque fois, c'est la même chose, en fait. Ils se demandent qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'ai peur, etc. Mais je sais que ça sera jamais traité, en fait. Tu sentais que quand tu abordais le sujet avec tes parents, il y avait pas de répondant ou juste tu pas le sujet parce que pour toi c'était pas vraiment un sujet? Je me souviens plus très bien de si j'abordais le sujet. Je crois qu'ils me demandaient juste qu'est-ce que je fais là et je disais que j'avais peur qu'il leur arrive quelque chose et que eux ils se disaient mais non, enfin on est là, on est juste parti, je sais pas moi au restaurant ou faire une sortie avec des amis ou ensemble et il y a rien. Mais je sais pas non plus à quel moment c'est parti, tu vois? Par exemple quand je me souviens aussi c'était très difficile pour moi. Hem, J'étais dans les mouvements de jeunesse, je sais pas comment on dit en France, et donc en été, tu es pendant 10 jours avec des personnes aussi de ton âge et tu fais plein d'activités qui sont censées être chouettes, etc. Mais le fait, moi, d'être éloignée de ma mère, c'était terrible en fait. Je crois que je pleurais tous les jours et je voulais qu'une chose, c'était rentrer chez moi en fait. C'était vraiment difficile. En fait, je crois aujourd'hui avec du recul que c'était cette impression de nouveau d'être isolée, d'être toute seule. Et parce que je me souviens qu'elle m'écrivait pour me dire voilà, qu'est-ce qu'on a fait, etc. On est content de te retrouver dans 10 jours. Et en fait, pour moi, c'était terrible. Je pense que c'était vraiment la blessure de la séparation qui revenait, en fait. Et de nouveau, cette impression que, oui, mais et si jamais je reviens pas parce que je sais pas, ou, enfin, tu vois, moi, j'ai que 10 ans, donc enfin, j'étais vraiment très dans mon monde, donc euh, j'ai pas du tout conscience, tu vois, réellement de ce qui se passe, juste que je suis triste, mais forcément, j'ai pas de questionnement sur l'adoption. Donc, je fais pas cette connexion, en fait. Et j'ai pas cette maturité non plus pour la faire. Ouais, en fait, Pas encore. tu vis l'émotion quand elle est là, tu vis l'expérience, le
la situation sans pour autant comprendre tout ce qui peut se passer derrière, quoi. Et à Oui, quel bien sûr. moment parce que tout à l'heure, en te présentant, tu parlais un peu de déni sur l'adoption, le fait de pas en parler, et cetera. Parce que tu viens quand même d'une famille avec, une famille belge, avec, vous êtes 2 du Pérou, un du Guatemala. Il y a quand même, enfin, je sais pas, moi, ça me paraît de l'extérieur, en tout cas, assez logique d'aborder le sujet, du coup, de Mmh. l'adoption et de l'abandon dans une famille, plutôt, on va dire, hétéroclite. Comment ça se passe? Toi, t'en parlais peut-être? Je te demande pas de parler de tes frères, hein, bien évidemment, Oui, pour eux, oui. mais toi, t'en parlais avec tes frères? Non, non, on n'en parlait, pas non plus, en fait. Je pense que tout ça est très lié et comme c'était un sujet, je vais pas dire que c'était un sujet interdit, mais comme personne n'en parlait et qu'on est aussi dans une société comme ça, du coup, quand on parle pas de quelque chose, on pense qu'inconsciemment, c'est pas très mal. Comme je dis, pas mal dans le sens interdit, mais du coup, ça va faire bizarre ou ça va peut-être gêner quelqu'un ou on va pas être compris et donc on va être rejeté et donc non, en fait. Ça, je me souviens pas en fait qu'on en ait, discuté avec mes parents, c'est que depuis en fait que moi j'ai lancé mon activité, que du coup j'avais pas, du tout réalisé que dans ma famille du coup la discussion allait s'ouvrir, surtout avec moi et mes parents. Et du coup pour la première fois mes parents osent poser des questions. Moi je pense que mes parents ils ont peur. Ils essayent vraiment de bien faire, mais ils ont peur de poser des questions maladroites. Je le vois dans leur attitude, en fait, encore aujourd'hui, alors que, bon, je suis plus une enfant mais je sais que derrière tout ça, c'est que de l'amour, tu vois? Mais même eux, ils ont pas conscience de ça. Quand on revient sur des événements de quand je suis enfant, ils avaient pas cette compréhension-là. Même encore aujourd'hui, en fait. C'est seulement maintenant qu'ils se disent: «Ah oui, OK, maintenant avec ce que tu me dis, du coup, je comprends mieux». Et quel a été le déclic chez toi, du coup, pour passer un peu du déni, on va dire, à, rentrer peut-être de nouveau dans ce sujet de l'adoption, de l'abandon? Eh bien, en fait, ça a été très difficile, mais avec le recul, c'était un cadeau. Un cadeau mal emballé, mais comme on dit, mais vraiment un cadeau. C'est que, dans les relations, sentimentales, en fait, j'avais pas conscience, mais aujourd'hui j'en ai conscience que, forcément je créais toujours comme moi j'avais très peur et je me rendais pas compte, mais j'attaquais aussi beaucoup verbalement. Donc c'était pas très agressive, mais j'étais très to the point, vraiment chacun à sa place. Il faut surtout pas faire, surtout pas comme aujourd'hui, j'adore la spontanéité, mais à l'époque je pouvais pas apprécier ça en fait. Ça me mettait trop en, tu sais, je sais pas gérer en fait. Il faut que j'ai le contrôle de tout. J'avais plein de peur et donc ça rendait, enfin forcément aussi, comme tu sais sans doute, on attire à soi les personnes qui nous ressemblent. Et donc, j'ai déjà en face de moi des personnes aussi qui avaient peur de base, mais qu'en plus de ça, moi, avec ma peur, forcément, je les mettais pas en très bonne confiance. Et en fait, j'ai fini par rencontrer une personne manipulatrice, enfin une personne plutôt au comportement manipulateur. Euh, et, euh, et en fait, voilà, pendant 2 ans, euh, au début, tu vois rien. Après, j'ai commencé à voir, mais forcément, le principe, c'est chaque fois te faire croire que bah non, ce que tu vois, c'est pas la réalité. Et cette personne a fini par me détruire. Mais en fait, être détruite, c'était ma peur la plus profonde. Et, et je pense que c'était nécessaire, en fait. C'est pour ça que moi, je pense que il faut mourir pour renaître, en fait. Et pour moi, à ce moment-là, en 2018, je suis morte. Parce que pour la première fois, j'ai été face à ma plus grande peur et je me suis dit que j'allais jamais y arriver, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Parce que j'avais déjà pas une très haute estime de moi. Euh, mais alors là, je me sentais, là, c'était nul. J'avais même honte de moi, encore plus. J'avais honte d'en parler. Je me disais que j'étais fautif, en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que je le méritais. Enfin, toutes sortes de pensées comme ça, en fait, qui me renvoyaient juste à l'image très négative que j'avais de moi-même, à cette valeur que j'ai et que chacun d'entre nous a, mais qu'on ne perçoit pas et qu'on a tendance à rabaisser. Et donc voilà pourquoi je dis que c'est un cadeau. Au moment même, forcément, j'ai pas tout ce recul et toute, j'ai envie de dire, cette compréhension. Mais, mais pour la première fois, j'accepte,
de me faire aider en fait. Alors que je ne voulais jamais, j'avais déjà entendu parler des psychologues et tout, mais je me disais que je me racontais beaucoup d'histoires aussi là-dessus en me disant que personne allait me comprendre, que de toute façon, j'étais une personne très faible, je me sentais très, très faible en fait. Parce que j'ai toujours ressenti, fort les émotions, mais j'ai toujours cru que pleurer, c'était, terrible. Mais c'est vrai parce que dans notre société aussi, quand tu vois quelqu'un pleurer, tu as l'impression que cette personne, je sais pas, elle a un grave problème, c'est pas quelque chose de normal, en fait, alors que c'est une normalité. Il y a juste des personnes qui expriment plus que d'autres ou qui vivent les choses plus intensément et donc moi, j'essayais vraiment ça faisait partie de mon contrôle, c'était surtout réprimer les émotions, hem, tu sais, exprimées, extérieurement. Donc moi, c'était beaucoup, toujours aujourd'hui, par les pleurs. Parce que si je suis énervée, je vais pleurer, si je suis triste, je vais pleurer, si j'ai peur, je vais pleurer, si je vais être joyeuse, je vais pleurer. Donc mais à ce moment-là, je réprimais beaucoup et donc en fait, tout cet élément-là, du fait que je sois détruite, en fait, je me suis pris tout ça dans la figure et et je pense que oui, il faut du courage, mais je dirais qu'à ce moment-là, c'est pour ça aussi que moi, je suis persuadée que la vie, elle est toujours là pour nous aider, en fait. Même quand, au début, ça fait mal et qu'il faut passer par plusieurs choses. Parce que j'ai vraiment eu ce déclic-là, j'ai vraiment eu ce courage-là, en fait. De me dire: «OK, je fais la démarche de demander à quelqu'un un numéro ou quoi». Parce que comme j'étais dans mon déni, il faut savoir que j'avais aucune information sur l'adoption, sur les conséquences, sur rien du tout. Donc vraiment, je savais pas vraiment trop vers qui me tourner, et cetera et il y avait quand même beaucoup d'urgence parce que j'avais besoin d'être rassurée aussi et donc voilà, j'ai pas trouvé tout de suite quelqu'un, mais j'ai eu ce courage de chaque fois me dire: «OK, c'est pas cette personne-là, donc je vais raconter mon histoire. Peut-être que cette personne va me donner un jugement et pas des conseils. Mais c'est pas grave, je m'accroche et je finirai par trouver la bonne personne en qui j'ai totalement confiance, que je vois qui me propose de faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'en septembre 2018, donc là c'était juin, et en septembre 2018, j'ai rencontré une psychothérapeute et c'était la bonne personne pour moi à ce moment-là en tout cas. Et j'ai bien fait de lui faire confiance parce que grâce à elle, j'ai commencé en fait. Moi, j'ai entendu pour la première fois parler à ce moment-là, donc j'ai 34 ans, de travailler sur soi. Donc je savais pas du tout ce qu'on faisait, etc. Donc forcément j'avais peur, j'étais très dans l'impatience de ça va durer combien de temps, qu'est-ce qu'on va faire exactement, enfin, toutes des questions comme ça qui aujourd'hui me font sourire. Et, mais voilà, et en fait, j'ai commencé à ce moment-là à travailler sur moi, et puis voilà, et puis je crois que c'est le chemin de toute une vie, donc, mais c'était vraiment le début. C'était pas un peu perturbant parce que, de ce que j'entends, tu as été voir plusieurs personnes avant de trouver la bonne, de re-raconter ton histoire? Ça Oui, fait enfin ouais, j'imagine. Bon, moi je me oui, parce dis, que, c'est un exercice, quoi. oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, au fur et à mesure que j'en parle, hem, il faut savoir que au départ, je suis encore semi dans le déni. Je commence à voir qu'il y a peut-être quelque chose avec l'adoption, parce que lui, en fait, a un enfant et cet enfant fait beaucoup écho à moi, en fait. Et mais tu sais, on est tous humains et on n'a pas envie de vivre des choses désagréables. Et on a ce qu'on appelle l'ego là, qui nous met aussi parfois des œillères, tu vois? Et donc j'étais un peu entre les 2, c'est-à-dire que pour répondre à ta question, je pensais encore que j'allais aller chez la psychologue pour régler un problème, juste d'ordre sentimental, tu vois? Je me racontais quand même encore beaucoup cette histoire-là et donc ça déjà rien que ça, c'était pesant. Parce que je me disais que les gens allaient me dire: «Mais pourquoi vous êtes resté si longtemps avec cette personne?» Et d'ailleurs, c'est arrivé, d'une des personnes que j'ai vues. «C'est donc vous aimez quelqu'un qui vous maltraite?» Parce que c'est de la maltraitance psychologique. Mais voilà, moi, c'est pas ça dont j'avais besoin, donc mais voilà, je pense qu'à ce moment-là, c'est bien, j'ai le bon réflexe de me dire: «Bah, du coup, j'irai plus chez cette personne-là parce que je vois pas en quoi elle va m'aider». Moi, ça m'aide pas quand elle me dit ça me culpabilise. Je me sens déjà, je suis triste, je suis pas bien. Mais alors et j'ai pas beaucoup d'estime de moi, mais alors là, j'en ai encore moins. Je me dis, tu vois, ça appuie, donc non, ça a pas été facile, surtout, lié à cette maltraitance que je ne comprenais pas en plus à ce moment-là. Je comprenais pas que j'étais responsable de ça et comme moi aujourd'hui je le dis, en fait, on ne se rend pas toujours compte, mais quand en fait on accepte des choses qui pour nous dépassent nos limites, en fait, on enseigne à l'autre comment nous traiter. C'est pas agréable, mais c'est une vérité. Mais
forcément, il faut du temps avant de comprendre ça et je pense que la manière dont moi on me le disait, en tout cas, me correspondait pas. Alors évidemment, il y a tout type de personnes. Il y a des personnes, où ça leur correspond, ça leur marche de, tu sais, les titiller comme ça. Mais moi, j'avais vraiment besoin d'être prise dans un cocon, d'être prise en douceur parce que j'avais déjà du mal à parler. Je parlais jamais de moi, en fait. Donc j'étais pas à ce stade-là. Et donc voilà, après, je pense qu'il faut vraiment. Je sais que c'est pas facile et j'ai déjà rencontré aussi d'autres personnes adoptées qui ont, ont aussi pas trouvé directement la bonne personne. Mais je pense que vraiment il faut persévérer parce qu'une personne qui nous correspond, il y en aura d'office une. Et il faut pas hésiter aussi à demander autour de soi. Par exemple, moi j'ai un parcours, enfin, je me suis pas fait, parce qu'après je me suis fait coacher. Moi, j'ai jamais pris quelqu'un de l'adoption parce que, comme je dis, moi, comme je savais pas qu'est-ce qui existait et que ça m'est jamais venu à l'idée de regarder sur Google à ce moment-là. Je pense que mais voilà, c'est très personnel, c'est ma façon de faire. Je pense que moi, je veux tout de suite et donc j'ai pas le temps de commencer à faire 10 pages de recherche, à me dire voilà, je vais peut-être trouver 50 noms et qui je vais choisir en fait. Non, puisqu'à ce moment-là, j'ai vraiment très très peur. Je suis vraiment dans ma survie, je dirais, au point le plus profond, puisque je me demande sans cesse ce que je vais devenir. Je me dis, tu sais, vraiment ce choix de, ok, bah soit tu continues comme ça, bah alors tu vas finir vraiment en dépression, et peut-être même que si j'avais été suivie à ce moment-là, on m'aurait dit vous êtes en état de dépression. Parce que ça a des répercussions aussi sur le travail que j'avais à ce moment-là, etc. Et je me souviens qu'à 18 h, j'étais dans mon lit. En fait, je pleurais toute la journée quasiment. Donc, j'étais vraiment arrivée à un niveau où je pouvais plus. Et puis, j'avais eu aussi des séquelles physiques de cette maltraitance psychologique, etc. Donc, j'étais vraiment à un niveau. Euh, mais donc, c'est vraiment important de toujours se dire qu'on peut demander de l'aide aussi aux autres. Euh, et que oui, c'est pas facile, mais je pense que c'est vraiment en persévérant qu'on finira par trouver la personne qui nous correspond. Et surtout, de pas se décourager ou de se dire c'est moi qui ai un problème, cette personne, en fait, j'arrive pas à lui exprimer clairement mes pensées, euh, ou je sais pas, moi, je parle pas assez, ou des choses comme ça, en fait. Je pense que ça reste même si c'est une personne qui est professionnelle, ça reste une personne humaine, et on le sait que dans les relations humaines, déjà, c'est pas facile, mais en plus de ça, il y a des connexions qui se passent mieux que d'autres. Donc vraiment, voilà, c'est le conseil que j'aurais envie de donner. Et du coup, en prenant rendez-vous avec ce psy, tu disais que tu as démarré je sais pas si on appelle ça démarrer ou pas, tu vois, mais la connaissance de soi, de réfléchir à voir qui on est, etc. Quelque chose qui était assez nouveau pour toi. Comment t'as appréhendé ça justement? Parce que tu nous disais il y a juste avant que t'avais jamais parlé de toi. Et le fait de, du coup, plonger en toi, comment t'as géré ça? Comment t'as été accompagnée? Comment ça s'est mis en place? En fait, comme c'était une psychothérapeute, on a beaucoup d'abord parlé du passé. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que très vite, quand moi je lui ai parlé donc de ce souci et de pourquoi je venais, mais donc toujours lié au fait que j'avais rencontré quelqu'un avec des comportements manipulateurs et donc que j'étais vraiment pas bien, je me sentais mal, etc. En fait, un des premiers exercices, c'est toujours de parler des événements marquants de notre histoire, de notre parcours de vie. Ben forcément, en tant qu'adopté, la naissance, comme elle est déjà dysfonctionnelle, ça commence, j'ai envie de dire, rapidement, assez tôt. Euh, et en fait, à partir de ce moment-là, très vite, en fait, elle est partie sur vraiment sur la problématique de l'adoption, en fait. Et donc, on s'est tout à fait éloigné même s'il y avait toujours ça, on s'est tout à fait éloigné et c'était très bien parce qu'en fait, le sujet euh, je veux dire, sous-jacent. Et la grande problématique, c'était le fait que j'étais pas du tout en paix avec mon histoire, c'était le fait que j'avais plein de colère, c'était le fait que j'avais un profond mal-être, en fait, dans ma vie, qui faisait que je rencontrais, entre autres, des personnes euh, instables comme moi, émotionnellement, etc. Mais que ça venait de moi, de l'histoire que je me racontais à propos de moi-même, de la vision que j'avais de moi-même. Euh, donc, on a d'abord plutôt parlé, je dirais, de la relation avec ma maman. Ça n'a pas été directement vraiment axé complètement sur moi. Je dirais que c'était plutôt général et c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que du coup,
enfin, en tout cas, j'ai pas eu conscience et j'ai pas eu ce sentiment de devoir, comme tu dis, plonger directement à l'intérieur de moi avec des questions comme le coaching, par exemple. Puisque après, j'ai été coachée et effectivement, une des premières étapes en coaching, c'est aussi partir des moments importants de notre vie, mais avec un état d'esprit de je suis responsable. Mais tandis que quand tu vas chez la psychothérapeute, et pour moi, quand tu commences un travail sur toi, il faut expliquer en fait en quoi tu vas être responsable. Je pense que c'est très difficile. C'est pour ça que moi, j'accompagne pas des personnes qui n'ont pas été avant chez la psychologue, parce que sinon, ça va être trop violent. Elles vont pas comprendre en fait pourquoi elles doivent se responsabiliser à un moment donné de leur histoire. Parce qu'avant de se responsabiliser, il faut avoir compris quelle était réellement son histoire. C'est le but aussi, hein, de se rendre compte, en fait, ok, quelle est vraiment mon histoire et quelle est la version que je me raconte, que j'entretiens et que je crois qui est bonne pour moi, mais qui en fait est très néfaste aussi. Donc, je dirais que ça s'est vraiment passé en douceur, mais je pense que ce qui m'a vraiment, vraiment très, très fort drivé, c'est que j'étais déterminée à m'en sortir, en fait. Je sais pas expliquer, j'avais une espèce d'énergie, j'avais plein de peur et d'appréhension parce que à ce moment-là, j'avais encore très, très peur de l'inconnu et que effectivement, comme tu dis, ben, comme j'avais jamais, enfin, c'était pas quelque chose qui était super facile, enfin super, on va dire, courant que je parle de moi d'une façon si profonde, et que j'étais très fragile aussi à ce moment-là. C'était pas super facile, mais comme j'avais confiance en elle, c'est pour ça que pour moi la confiance est vraiment essentielle. Même si je savais pas trop où est-ce que j'allais, j'étais vraiment déterminée à m'en sortir. Je pense que j'ai vraiment vu ça comme le signe, tu sais, en psychologie positive, on parle toujours des catégories de signes avec la plume qui est le petit signe parce que dans notre vie, comme tu sais, on reçoit tous en fait des signes pour nous faire évoluer. Mais c'est difficile évidemment d'évoluer puisque évoluer, ça fait peur. Ça fait nous sortir de notre zone de confort qui est en fait une zone d'inconfort. Mais pour notre cerveau, c'est compliqué. Et, hum, et puis on se dit toujours que non, un jour ça ira mieux, ou que quelqu'un rentrera dans notre vie, ou qu'on changera de travail, ou que je sais pas, il y aura ceci, cela, et voilà, on se raconte tous un peu des histoires comme ça. En tout cas, moi, je me suis raconté beaucoup, beaucoup d'histoires qui ont fait que, voilà, à 34 ans, j'ai reçu, donc après la plume, t'as le caillou. Le caillou, ça fait un peu plus mal, mais c'est pas encore, voilà. Et puis quand ça devient très, très critique, bah, tu finis par recevoir le camion. Mais je pense qu'une fois que tu reçois le camion, je ne peux que parler de mon expérience, mais je pense qu'à ce moment-là, en fait, tu comprends. Tu te dis: «OK, là, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal, en fait». Donc je crois que la vie est bien faite et du coup, ça veut dire que, bah, tu vois, je ne l'ai pas reçu avant. Or pendant 34 ans, j'aurais pu le recevoir avant. Mais je pense que c'est parce qu'à ce moment-là, c'était ce moment-là, en fait, et tout allait se mettre en place pour que justement je puisse, bah, renaître, comme je disais, tout à l'heure. Donc j'étais vraiment, oui, je pense que ce qui était vraiment ma force, c'est que j'étais vraiment déterminée. Et qu'est-ce qui te faisait mal? C'était l'abandon ou l'adoption? Non, c'était l'abandon. C'était le fait que, pour moi, l'abandon, ça a un traumatisme. Hem Et enfin, pour moi, c'est là où se trouve le traumatisme. C'est donc la blessure primitive, c'est la séparation avec la maman. Et et ça aussi, ça a été le gros point, que j'ai traité, c'est de cesser de me raconter cette histoire que, comme mes parents m'avaient laissée, c'est parce qu'ils m'aimaient pas et que donc j'avais tout à fait de la valeur et pas que je valais rien et que je méritais pas d'exister. Ce qui fait plus référence à la blessure du rejet. Pour moi, c'était ça qui était assez difficile, et la blessure qui est la plus activée chez moi, c'est la blessure du rejet. C'est celle que je vis le plus. Et et donc là aussi, petit à petit, séance par séance, en fait, j'ai compris, ce que j'enseigne aussi aujourd'hui. Je crois que c'est très humain avec quand on parce qu'on vit dans une société où on parle beaucoup d'amour, tout le monde a peur de se faire rejeter, on est beaucoup dans la peur des autres, et cetera. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que nos parents ne nous aiment pas. Déjà, pour les personnes qui ont été adoptées, comme moi, j'ai été adoptée donc à 5 mois et demi.
Et mes parents, ma mère s'est enfuie de l'hôpital, je sais pas quel âge, enfin combien de jours j'avais, mais j'étais vraiment qu'un nouveau-né. Un nouveau-né n'a pas de personnalité, on ne peut pas aimer, on ne peut pas ne pas aimer un nouveau-né en fait. Quand on n'aime pas quelqu'un, c'est parce qu'on lui reproche quelque chose ou qu'on n'aime pas, je sais pas, peut-être sa manière de se comporter, sa manière d'être, sa manière de s'habiller, sa manière de dire un mot ou je sais pas, quelque chose comme ça. Euh, et aussi, c'est pas nos parents qui ont décidé si on allait pouvoir être, donc l'histoire de mériter l'existence, si on allait pouvoir vivre en fait. C'est beaucoup plus large que ça. Donc à la fois c'est terrible comme ressenti et je le comprends, mais de par mon histoire et de comment je vois que fonctionne notre société aujourd'hui, c'est faux en fait. C'est pas possible. Même un enfant qui a 1 an, même qui a 2 ans, en fait, c'est pas possible qu'on n'aime pas cet enfant-là, en fait. Par contre, ce qu'on n'aime pas, enfin ce qu'ils n'aiment pas, ou en tout cas à ce moment-là, c'est ce que l'enfant leur renvoie. Oui, mais en fait, ce que nous, on renvoie à nos parents, c'est leurs gestes. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que la réalité, c'est que nous, on est responsable de ce qu'on fait avec l'abandon, avec notre traumatisme, avec les blessures émotionnelles. Mais eux, ils sont responsables de la situation qu'ils ont créée. Aucun enfant ne décide de venir au monde, en fait. Et ça, c'est un autre aspect. Chacun a dans l'histoire peut se guérir d'une partie. Mais ça, c'est leur partie. Et ça les regarde. Je leur en veux plus aujourd'hui, mais ils seront toujours responsables de ce qu'ils ont fait. Toujours. Et je sais que je suis probablement pas un enfant désiré, mais ça leur appartient. C'est à eux de guérir cette partie-là. Et si aujourd'hui ils ont envie de ne pas m'aimer, mais je sais que c'est pas vrai en fait. C'est parce que eux n'ont pas fait la paix avec le fait qu'ils ont eu un enfant, qu'ils ont fait en sorte d'avoir un enfant, pas volontairement. Mais en attendant, Ouais, et je trouve ça chouette que tu viennes sur le sujet parce qu'effectivement, on n'a pas à porter le poids des décisions de nos parents biologiques. On a notre poids à porter, on a notre traumatisme à porter, tu vois. Mais effectivement, à un moment, il faut aussi faire la part des choses et il faut pas tout porter parce que de toute façon, on n'est pas là pour ça non plus, quoi. non. Tu parlais de psychothérapie, de coaching. Est-ce que c'est des choses que tu as fait en cumulé, enfin, tu vois, les deux en même temps, ou est-ce que c'est des choses que tu as fait l'une après l'autre et qu'est-ce que tu as aimé dans l'un, qu'est-ce que tu as aimé dans l'autre, qu'est-ce que tu cherchais dans l'un, dans l'autre? Enfin, tu vois un peu la dynamique Oui. de ma question? Ok. Alors j'ai commencé par la psychothérapeute, donc parce que je savais même pas que le coaching existait, hein, à ce moment-là. Je savais rien. Donc le développement personnel, tout ça, je ne connais pas. Pourtant, ça existe depuis bien avant 2018, évidemment. Mais non, non, mais quand je te dis que je connaissais rien, que je connaissais rien. Vraiment rien. Donc en fait, je l'ai fait après, mais pas tout de suite après. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que, en tout cas, moi, ça me correspondait de ne pas trop savoir qu'est-ce qui existait, où est-ce que j'allais, parce que ça m'a donné l'opportunité vraiment de me poser des questions et de ne pas être dans la précipitation, de me dire, ouais, après, je vais faire ça parce que je veux absolument être arrivée là. Euh, et donc, en fait, quand j'ai terminé, j'allais beaucoup mieux, c'est vrai. Mais je dirais, je peux pas expliquer mieux que il y avait quelque chose qui manquait. Où j'avais beaucoup moins cette boule au ventre, mais j'avais plus de compréhension sur moi-même, sur l'histoire et surtout j'avais été écoutée, comprise et surtout j'avais compris que j'étais pas une personne faible, qu'en réalité j'étais très courageuse. Euh, donc j'avais une meilleure estime de moi, même si c'était pas encore, voilà, j'avais toujours des peurs, et à ce moment-là, on est en 2019 et 2020 peut-être? Je sais plus. Parce qu'au début, j'ai été toutes les semaines, hein, c'est ça aussi quand je te dis que j'étais très déterminée, j'étais toutes les semaines, la tête dedans. Mais bon, moi je suis aussi une personnalité comme ça, quand je m'engage vraiment. Je préfère faire quelque chose très condensé plutôt que de faire quelque chose sur 3 ans. Parce que je pense que si au début elle m'avait dit ça va durer 3 ans, j'aurais pas commencé, hein. Ça aurait été trop pour moi. Alors qu'aujourd'hui, tu sais, je travaille toujours sur moi, tu vois. Mais
Mais là, c'était trop. Donc, je dirais que pendant presque un an, ça a été très, très intensif, toutes les semaines, avec des réflexions forcément que j'avais entre les séances, où parfois elle me donnait des petites questions à raisonner, etc. Mais je me souviens que je prenais note, etc. J'étais vraiment, vraiment dedans. Et, et après ça, j'ai été plus une fois par mois. Et je pense qu'après, on arrive en 2020, quelque chose comme ça. Et en 2020, je te jure, c'est vrai. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Comme beaucoup d'entre nous, je regarde YouTube. Et donc, je ne sais pas c'est quoi sur le développement personnel. Et un jour, je tombe sur une personne qui est coach et qui parle de développement personnel. Et je regarde une vidéo, deux vidéos, puis après, ça deviendra une addiction. Parce qu'en réalité, la première vidéo que je vois est la réponse à ma plus grande question de l'époque. C'était que moi, j'avais évolué, mais du coup, je commençais à devoir faire des arbitrages dans mes amitiés. Et c'était pas une question que c'était super compliqué, c'était une question plutôt de... J'arrivais pas à comprendre pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui se passait, tu vois? Et donc, j'avais pas conscience qu'il y avait à différents niveaux de conscience, hein, et que, bien évidemment, on peut tous redescendre à certains moments, etc. Le but n'est pas, évidemment, c'est un peu de la catégorisation, mais c'est très dans notre société, de toute façon, d'être comme ça. Et le but, c'est pas de dire que ces personnes sont devenues mauvaises, mais c'est de comprendre pourquoi il y a une espèce d'incompréhension, en fait. Et, et en fait, c'est là que je commence à réaliser qu'il y a ce qu'on appelle donc le développement personnel et qu'il y a toutes sortes de réponses aux questions que je me pose, en fait. Et cette personne dit qu'elle ouvre bientôt son coaching. Et donc là, de nouveau, je me dis, ah, c'est bien, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire quoi? Combien ça coûte? C'est combien de temps? Et en fait, le jour où elle ouvre le coaching, c'était aussi incroyable. Je me dis, non, mais c'est pas possible, je pourrais jamais faire ça. Il faut prendre une décision tout de suite. Euh, et finalement, en fait, je me retrouve embarquée dans ce truc puisque je suis acceptée dans le coaching. Et je me dis, bon, bah, j'ai jamais pris une aussi grande décision de ma vie si vite. Mais parce que si pour des raisons budgétaires aussi, j'ai dû, voilà, c'était un dimanche, je me souviens. Mais de nouveau, j'étais tellement en fait déterminée et j'ai senti tellement de tristesse en moi de me dire, waouh, je ferai pas le coaching avec cette personne, que je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais poser des questions aux gens que je connais, de savoir s'ils peuvent m'aider financièrement, ou moi-même je vais prendre du temps pour me dire, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, etc. Bah, c'était à 10 heures et à 19 heures, j'avais le call pour voir si je pouvais accéder au coaching. Et à 19h30, je faisais partie. Donc, je raconte ça parce que je crois vraiment que dans la vie, tout est juste. Et en tout cas, dans ce parcours-là, tout était fait, en fait, parce que j'étais prête aussi, tu vois. Donc, j'ai pas cherché vraiment à faire autre chose. C'est venu à moi et j'ai adhéré parce qu'en fait, c'était bien pour moi et forcément, j'ai pas eu de regrets. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Pour moi, c'est vraiment des approches qui sont complémentaires. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est les psychologues, les psychothérapeutes, les thérapeutes, etc., eux, on démarre toujours du passé, c'est la base. Mais une fois qu'on est, et c'était, je pense, avec du recul, ça qui me manquait, c'était que moi, j'avais mieux compris mon histoire. Mais en réalité, j'étais au stade où, ok, maintenant, le passé, voilà. Mais qu'est-ce que je vais faire de mon présent et de mon futur? Comment est-ce que je vais construire tout ce que je veux? Puisque maintenant, enfin, quels sont vraiment mes besoins en fait? On croit souvent qu'on connaît, par exemple, ses besoins ou ses valeurs, euh, mais en réalité, on les connaît pas nécessairement. Ou bien alors, on les connaît, nos valeurs, mais on n'agit pas en fonction d'elles. Et c'est comme ça aussi qu'il y a des choses émotionnellement qui vont pas, parce que ce sont des alertes toujours pour nous dire attention, il y a une de tes valeurs qui est pas respectée là. Dans les prises de décision, il y a aussi de la valeur qui vient, il y a de l'émotionnel, etc. Euh, donc voilà, et pour moi, c'est ça qu'apporte le coaching en fait. C'est avec des questions puissantes ou des outils que moi, par exemple, j'utilise comme la programmation neurolinguistique. Et il existe d'autres sortes d'outils qui permettent vraiment d'aller vers la connaissance de soi
pour, décider en fait pour encore apprendre à mieux se connaître et décider en fait, quelle est maintenant que je sais que je peux accéder à la vie que je mérite d'avoir, la vie que je veux, encore faut-il savoir comment je vais y parvenir en fait. Ouais et qu'est-ce que je mets en place du coup pour y parvenir en termes d'action au quotidien dans mon présent pour me servir mon futur? Complètement. Ouais. Mmh. Je fais un petit partage en parallèle, hein, mais j'ai fait une thérapie là que j'ai terminée il y a pas très longtemps, où je ressentais un peu aussi, tu vois, cette frustration de, ben, c'est bien, je parle du passé ou alors je parle des trucs du présent, mais qui font écho à mon passé. Ça me soulageait parce que ça me permettait de comprendre peut-être des choses que j'arrivais pas à comprendre toute seule. Mais effectivement, le coaching, c'est ce qui me permettait de et ce qui me permet encore aujourd'hui, hein, parce que c'est mon métier, mais de travailler sur mon présent et sur mon futur à travers la mise en place d'actions très concrètes. Chose que, tu vois, quand je sortais d'une séance de psy, ben, je me disais: «Bah, ouais, c'est cool, j'ai parlé pendant 1 heure, enfin, on a échangé pendant 1 heure, mais bah, voilà. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai rien à faire, enfin, tu vois? Et puis moi, je suis une Ouais, fille qui aime bien faire, tu vois? J'aime bien être dans ouais, l'action et cetera. Donc ça complètement. crée des petites frustrations chez moi de me dire: «Bah, je vais creuser mon passé, je travaille sur mon passé, je parle de mon passé, mais dans mon quotidien, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose au final». Non, Voilà, complètement. donc le coaching, ouais, j'ai trop enfin moi, de mon point de vue comme du tien, de ce que j'entends, c'est un truc, hyper complémentaire aussi Mmh. pour avancer, quoi. Oui, puisqu'on agit sur des temps différents. Tu vois? Donc limite, c'est pour moi même une continuité, en fait. De d'abord aller chez la psychologue, la thérapie et cetera. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que ça fait écho aux dernières séances que j'avais avec la psychologue ou bien j'avais des demandes spécifiques sur une thématique spécifique et du coup, je lui demandais et en fait, c'est vrai, à la fin de la séance, je me disais: «Oui, mais c'est bien, j'ai parlé, mais c'est pas ça que j'ai envie, en fait. Moi, j'ai besoin de savoir quelle première action, je pourrais faire ou d'avoir, tu sais, comme le coaching, quoi, que ici ça cogite, quoi, que tu partes en introspection avec toi-même et que tu prennes conscience que là, tu as des blocages parce qu'en fait, tu as peur, parce que enfin, tu vois? Et cetera et cetera et que l'approche, d'un psychologue, c'est pas ça, en fait, c'est pas son métier et que donc voilà pourquoi à un moment donné, je pense que, ça se fait assez naturellement. Enfin, en tout cas, moi, ça se fait naturellement où en fait, on bascule tout simplement parce qu'on se dit: «On va chercher autre chose» et puis on trouvera autre chose. Et alors, tu disais tout à l'heure que tu savais que ta maman biologique s'était enfuie et cetera. Ça, c'est des choses que tu as toujours su ou que tu as su plus tard? Alors j'ai toujours su qu'elle s'était enfuie de l'hôpital. Donc j'ai un en souvenir, mais je ne sais pas quel âge j'ai, 10 ans ou 12 ans, que je ne sais plus si c'est moi qui ai posé la question, mais à mon avis, que ma mère m'explique des quelque chose de ma naissance, mais pas du tout avec mon dossier, et qu'elle me dit que mes parents ont donné, des faux noms pour pas qu'on les retrouve et qu'elle s'est enfuie de l'hôpital. Et c'est vrai que ça marquera chez moi le fait d'avoir un rejet profond et de commencer à avoir beaucoup de colère, en fait, en eux pour eux. Ouais, ça je me souviens. Ça a été, parce que je j'ai jamais eu de problème avec, mon anniversaire, dans le sens où, je veux dire, j'ai toujours aimé fêter mon anniversaire. Mais plus je grandissais et plus, je pensais, surtout à elle et en fait, je lui souhaitais vraiment d'être très malheureuse ce jour-là, en fait. Et donc je nourrissais une espèce de haine qui venait qu'à ce moment-là, que le 23 juillet. Mais qui forcément, en réalité alors moi je me racontais l'histoire qu'évidemment j'allais jamais lui pardonner, que de toute façon, elle ne méritait pas ça et cetera. Enfin tous des trucs, que j'aimais bien faire aussi avec les autres. «Non, non, mais attends, moi quand même, moi tu me fais pas ça à moi» et des choses comme ça. Oh là là, mon Dieu et donc oui, c'est ça j'ai grandi avec cette pensée-là, je le savais. Maintenant, voilà, récemment, j'ai découvert que peut-être, elle n'aurait eu, que 18 ans. Voilà pourquoi je pense, que oui, que j'ai pas été un enfant, désiré. Hem, c'est assez flou, en fait.
Je sais pas si, effectivement les noms, sont corrects. Ils sont peut-être pas corrects, mais ils sont peut-être corrects aussi. On parle quand même de pays, hem, où l'administration est pas du tout, comme en Europe. Donc il faut tenir compte aussi, de ça. Mais pour moi, ce qui importe surtout, c'est que je leur ai pardonné, en fait. Donc ça j'ai fait ça avec, la psychologue et ça a été vraiment très, très, libérateur et dans le coaching, je me suis rendu compte que quand en fait, je cherchais mon heure de naissance parce que je m'intéresse à l'astrologie et j'étais très frustrée de ne pas avoir mon ascendant et comme je suis un peu, têtue, je me dis: «Je vais toujours demander à mes parents de me préparer mon dossier». Donc ça, c'était il y a, je crois, 2 ans, 1 an et demi. Pour la première fois, j'ai découvert mon dossier où effectivement, il racontait que ma mère s'était enfouie, que voilà mais mes parents m'avaient dit: «On n'a pas leur prénom, leur nom, on n'a rien sur eux». Or, c'était pas vrai puisqu'il y avait des informations dans le dossier. Qu'elles soient vraies ou pas, il y a des informations dans le dossier et donc là, à ce moment-là, en fait, je découvre que j'ai pas de, hem c'est pas comme ça que j'aurais fait les choses si j'avais moi-même adopté un enfant, mais bon, j'ai pas adopté d'enfant, donc je vais pas faire reprocher des choses à mes parents, mais voilà, c'est pas mes parents se rendaient pas compte, en fait, qu'en se trompant dans des informations, c'était pas juste se tromper sur une liste de courses ou dans un message pour dire qu'on va en prendre rendez-vous. Euh, mais je leur en ai pas voulu parce que pour moi, j'étais tellement contente en fait de voir ces informations-là, même si à ce moment-là, j'ai pas mon heure de naissance, parce qu'entre temps, j'ai trouvé mon heure de naissance. Mais et donc en fait, surtout à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point mes parents, je leur avais pas juste pardonné, mes parents biologiques, mais en fait à quel point je les aimais en fait. Donc ça a été vraiment le fait de découvrir le dossier et je pense aussi qu'il y a pas de hasard que je découvre le dossier à ce moment-là et le fait de le découvrir après et d'avoir avant fait la paix avec mon histoire et cetera, me permet vraiment d'accueillir ça avec beaucoup plus de légèreté en fait. Parce qu'il y a déjà tout un travail qui a été fait en amont plutôt que de découvrir ça et de se dire et d'avoir plein de questions, d'incompréhension et forcément, c'est normal, on fait des suppositions et on se dit, on fait des raccourcis rapides de compréhension qui peuvent évidemment nous mettre de la colère sur déjà de la peur, sur enfin, tous des sentiments de tristesse aussi, tu sais, de haine à certains moments, etc. Donc, oui. Et donc récemment, j'ai découvert que j'avais mon premier certificat de naissance dans lequel il y a l'heure de ma naissance. Donc, en fait, l'information que je cherchais, je l'ai trouvée. Je cherchais pas spécialement d'informations sur mes parents, mais voilà. Mais ça a été autre chose, évidemment, d'accueillir les informations que j'ai trouvées, de pourquoi est-ce qu'aussi mon certificat n'était pas mis avec les certificats de naissance qui se trouvent dans mon dossier d'adoption. Donc, j'étais très, très en colère par rapport à ça, parce que je trouve que c'est clairement de l'injustice qui est en moi qui vient et qui me fait dire que c'est pas normal en fait. Il faut donner toutes les informations ensemble et que ça n'existe pas de retenir en fait des informations, même si je veux bien croire que c'était pas volontaire. Pour moi, on ne peut pas, personne ne peut détenir des informations sur l'identité de quelqu'un. Ça devrait même être condamnable en fait. Ça n'existe pas, ça ne peut pas être possible. Ils doivent donner toutes les informations. Donc là, ils n'avaient pas donné les informations. Et puis faire un certificat de naissance, je trouve, pour, tu sais, avec le prénom de tes parents adoptifs. Moi, je trouve ça un peu bizarre que ça soit noté acte de naissance. Donc voilà. Pour le certificat de naissance, qui est-ce qui retenait cette information? C'est tes parents qui avaient deux fichiers différents, on va dire, qui étaient cachés à deux endroits de la maison, ou ça vient de quelqu'un d'autre ailleurs? Non, ça vient, c'est une personne qui l'a trouvé au Pérou en fait. Je ne sais pas si ça vient d'un registre ou de l'hôpital, parce que l'hôpital où je suis née, il a été détruit. Enfin, il n'existe plus. Mais cette personne a réussi à trouver, enfin, c'est une personne avocate et elle est en lien avec des organismes et tout ça. Et donc, très vite, en fait, en 2 jours, je ne m'y attendais pas, elle a trouvé ce document. Donc, c'était aussi un peu pour moi. Parce que moi, j'ai un peu lancé, je veux absolument savoir de nouveau, tu vois.
Je veux absolument savoir mon heure de naissance sans me rendre compte ce que j'allais avoir. Comme toujours, je fonce. Et puis après, je me dis, ouais, mais t'as quand même demandé si tes parents étaient toujours en vie. Mais en fait, j'étais persuadée que ça allait prendre du temps et que donc, tu vois, enfin, j'ai omis ça de ma tête et qu'en fait, en 2 jours, je me suis pris toutes les informations dans la figure et je regrette pas du tout, hein, mais c'est là que je me suis dit, ah ouais, celle-là, tu l'avais pas vu venir. Donc voilà, mais je suis contente, j'ai trouvé ce certificat avec finalement l'heure de naissance, tu vois, et je me dis que tout est juste pour l'instant, je dois avoir reçu cette information et que pour le reste, si je veux savoir qui sont en vie, ben, peut-être que je ne le saurai jamais, mais je crois aussi que les informations qu'on a de notre naissance sont proportionnelles à ce qu'on peut vivre en fait. Tu vois, parce que sinon on pourrait se dire aussi c'est injuste, il y a des personnes, elles ont des informations sur la naissance, puis bon, il y en a c'est injuste parce que tu vois leur mère machin, leur mère ceci, etc. Bien sûr que c'est injuste quelque part, mais je crois que aussi quelque part tout est juste parce que tout peut ne pas être figé dans le temps, par exemple, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je le vis pas comme ça. Je me dis, bah oui, il y a d'autres personnes qui ont droit qui ont accès à toutes ces informations. Mais j'ai plutôt envie d'être heureuse pour ces personnes plutôt que de me dire, ouais, c'est dégueulasse, c'est moi, pourquoi pas, en fait. Ben, quand je vois tout le travail de nouveau que j'ai fait, je me dis, j'ai pas besoin de ces informations-là pour pouvoir me sentir bien et faire la paix avec mon histoire, parce que j'ai déjà fait la paix avec mon histoire. Donc je me dis, ben, si vous me donnez pas accès à ça, c'est qu'il y a une raison en fait. Et si c'est pour eux les protéger, ben, tant mieux pour eux s'ils se sentent protégés, parce que du coup j'ai pas ces informations-là. Mais peut-être pas. Donc ça, on verra comment, si je vais continuer ou pas. Oui, ça va, tu as encore un peu de temps devant toi quand même pour, pour voir si des Bah, nouvelles disons qu'il choses faut quand même arrivent, de nouvelles être choses se présentent. préparé. Hem, donc voilà pourquoi, c'est important de réfléchir aussi, un peu à quand on va faire les choses, comment, et cetera. Mmh. Ouais et j'aime beaucoup ce message que tu passes aussi de tout est juste et tout arrive au bon moment, tu vois? Mmh. De se dire, peut-être que 2 ans avant, tu aurais pas été prête, tu vois, à recevoir toutes les informations que tu as reçues et au moment où tu les reçois, ben, c'est bon, enfin, tu es prête à les recevoir. Oui, complètement. Mais ça, c'est quand le processus de la résilience, il est enclenché, quand forcément tu travailles sur toi. Bah, alors voilà, oui, c'est sur moi-même, c'est désagréable, c'est pas facile, hem, mais la vérité, c'est que tu te relèves, toujours. Et ça c'est très, très bien pour, l'estime de soi, pour la confiance en soi aussi, ça nourrit tout ça, en fait. Est-ce que retourner au Pérou, c'est quelque chose qui te fait envie, que tu as déjà fait peut-être? Oui, 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 j'ai oui, été quoi? 2 fois Ah! et je Et rêve alors d'aller l'année comment prochaine, en fait. ouais, comment Ouais. tu as vécu ces voyages au Pérou? C'était il y a combien de temps à peu près? Donc la 1 c'était, il y a très longtemps puisque c'était en 2005, donc j'étais quand même assez jeune et là, c'est mon frère qui voulait y aller. Mais mon frère, il voulait déjà y aller peut-être déjà 3 ans avant, mais moi je voulais pas, ça m'intéressait pas. Moi, j'étais dans mon profond déni, hein, donc ça me parlait pas. Je me souviens que j'avais vu un reportage, un documentaire et je m'étais dit: «Oui, c'est super, enfin, ça me parle pas ces gens, c'est pas moi» et voilà. Et je trouvais pas ça si beau ou tu vois, quelque chose qui m'attirait. Et puis je sais plus, hem, pourquoi, mais j'ai accepté d'y aller, parce que je me souviens pas que ma famille a insisté ou quoi que ce soit, ou que même mon frère me disait: «Ouais, tu es pas sympa, tu es égoïste» ou quoi que ce soit. Et donc on a été en 2005 avec toute ma famille et j'ai beaucoup aimé, mais dans un déni profond. Donc j'ai fait, j'aimais bien, par exemple, tu vois, les tissus, les choses comme ça. Après, je trouvais que Machu Picchu, c'était super beau, par exemple. Tout ce qu'on a visité, c'était super beau, mais tu m'aurais dit, on va au Chili ou on va ailleurs, c'est bien aussi, tu vois. Donc, il n'y avait pas cette connexion avec le fait de dire oui, voilà, c'est chez moi, etc. Et puis, j'ai été en 2016, donc avant que je travaille sur moi, toujours dans mon déni. Mais là, c'était différent. C'est bizarre, hein? C'était on aurait dit peut-être un peu des prémices, tu vois? En fait, ma cousine, qui est pas du tout, ma cousine biologique, a vécu au Pérou pendant 10 ans et elle renouvelait ses vœux de mariage et donc elle nous a invités, à aller, là-bas et donc j'ai été beaucoup avec ma famille. Hem,
et j'ai visité aussi une autre partie, mais à un moment donné, on avait beaucoup plus, comme c'était pas hyper intense en termes de visite, etc., j'ai eu beaucoup de moments pour réfléchir. Et quand je réfléchissais, ça me venait souvent, je me demandais où est-ce qu'elle était et je me disais, c'est bizarre parce que dans ma vie ici en Belgique, j'y pensais jamais. Mais là-bas, c'est la première fois que ça venait autant me toucher et donc ça me rendait triste en fait à certains moments parce que forcément j'avais pas de réponse et mais à ce moment-là je creuse pas encore très bien, hein. Je me dis pas du tout oui mais tu vois ton mal-être ça provient de ton absence donc toujours très très ça vient me piquer mais j'ai pas encore compris là. Je crois que c'est des signes de nouveau tu vois mais je comprends pas. Et donc là, maintenant, j'ai très envie d'aller, un, parce que j'ai plus été depuis longtemps, ça fait oui, ça fait 7 ans, et j'ai pas été non plus depuis que j'ai travaillé sur moi. Et puis j'ai très envie d'aller parce que j'ai retrouvé aussi une personne, la fille d'une personne qui s'est occupée de moi, et que j'ai très envie de voir cette dame qui est assez âgée aujourd'hui. Euh, j'ai profondément envie d'aller, c'est devenu vraiment un grand objectif que j'espère pouvoir réaliser en 2024. Il est temps, en fait. Il est vraiment temps. Ouais, je te souhaite d'y retourner en tout cas en 2024, comme tu Merci. viens de le dire. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce beau message d'espoir que tu t'envoies à toi aussi, je pense. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent avant de nous quitter? Oui, déjà, je voudrais dire que je trouve que les personnes adoptées, nous, on est tous des personnes qui sont très courageuses et que peut-être il y a des personnes ici qui ne se sentent pas courageuses ou pas fortes. Mais si, en fait. Parce que je pense qu'il faut beaucoup de force pour se relever, qu'il faut beaucoup de force pour continuer d'avancer. Et que contrairement à ce qu'on pense, on a toujours le choix, en fait. Et on a le choix de se laisser tomber et on a le choix d'avancer. Et je trouve aussi ça courageux de venir écouter, que ce soit des podcasts, que ce soit de regarder des vidéos qui concernent l'adoption, que ce soit de faire une recherche sur ses origines, que ce soit d'en parler avec quelqu'un, de se confier, d'être suivi par un thérapeute ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, j'ai vraiment envie de dire que vous êtes courageux euh, et vous avez de la valeur en fait. En tout cas, c'est vraiment un message que j'aurais voulu recevoir en fait. Même quand j'étais dans le déni, en fait, c'est que juste quelqu'un me dise, oui, tu as peur de plein de choses, aujourd'hui, tu pas nécessairement la vie que tu veux et tu sais pas comment faire. Et oui, tu peux avoir des moments de colère. Et oui, tu peut-être pas été, t'as peut-être pas eu toujours le bon comportement avec telle ou telle personne. Mais c'est pas toi, en fait. Ce sont des mécanismes de défense que tu utilises. Mais effectivement, plus tu continues comme ça, et moins tu percevras ta valeur. Mais la réalité, c'est que tu es une personne de valeur. Tu vaux pas moins que quelqu'un d'autre parce que ta naissance est dysfonctionnelle, en fait. Vraiment. Donc, comme je dis toujours aux personnes que je coach, et que je me dis aussi à moi quand j'ai des moments difficiles, c'est que je me dis, n'oublie pas que tu as de la valeur et ne laisse personne ni une situation éteindre ta lumière. Voilà ce que j'aurais envie de leur dire. Waouh, merci beaucoup. Alexandra, si on veut te retrouver pour t'envoyer un petit message, c'est sur Instagram, c'est ça? Oui, Yes, ok. Bon, je mettrai du coup ton compte dans les notes du podcast. Je te remercie beaucoup pour notre échange et ce partage que tu viens de nous faire. C'est hyper précieux. C'est beaucoup de... Je sais pas, moi j'ai ressenti beaucoup de légèreté, tu vois, et ça fait du bien aussi dans ces témoignages qu'on reçoit. Donc voilà, j'ai toujours du mal à conclure hein, les épisodes, ça change pas depuis le début. bah, Mais je merci te à toi, remercie. c'était un réel plaisir. J'ai aussi ressenti beaucoup de connexion entre toi et moi. Ça m'a fait, enfin voilà, pour moi, ça fait beaucoup de sens aussi de partager mon histoire avec quelqu'un qui est non seulement adopté, mais qui est aussi, tu as un magnifique projet, tu vois, en donnant la parole à d'autres personnes adoptées, tu aides aussi des personnes adoptées à mieux se comprendre, à découvrir aussi des choses sur comment les autres vivent certaines choses et aussi à leur donner euh, toujours de la positivité, parce que c'est ça qui est important, de dire qu'on peut tous s'en sortir et peu importe le temps que ça prend, peu importe par quoi on passe, en fait, la réalité, c'est qu'on est tous capables de transcender nos blessures et de vivre avec nos blessures émotionnelles et de vivre avec le traumatisme. Et on mérite tous, en tout cas.
Faut plus Mmh jamais mh. en douter. Un beau message de leadership aussi, qui fait du bien. Super, bah, écoute, encore merci à toi Alexandra, merci à vous les auditeurs qui nous avez écoutés, jusqu'ici. Je vous dis rendez-vous très, très vite. Ciao!